Déjà bonjour et merci à Radio Jido de m'accueillir sur ces ondes. Un message tout simplement, et le président de la République l'a dit l'autre soir en s'adressant à l'ensemble de la population, un message d'humilité et de respect parce que on sent bien que c'est un moment historique, c'est un moment qui peut être difficile aussi pour certains parce que c'est une inquiétude pour l'avenir que ces questions institutionnelles. Et moi je veux par ma présence ici sur le territoire réindiquer notre volonté de dialogue, mais il ne s'agit pas que de le dire, il faut aussi le démontrer, l'incarner, et redire aussi tout le respect que j'ai pour l'ensemble de celles et ceux qui militent pour une cause. Alors, dans un référendum binaire, ça a enfermé un tout petit peu les deux causes, parce que d'un côté on a celles et ceux qui militent pour ce lien avec la République et l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à l'ensemble national français, et puis de l'autre, il y a des militants qui militent pour l'indépendance, et pour être à mon 5e déplacement, et avoir passé de nombreuses heures de discussion avec des militants indépendantistes, parfois des responsables politiques, mais aussi tout simplement des militants, des habitants, on voit bien que c'est un combat qui est un combat aussi pour la dignité, qui est un combat pour la reconnaissance aussi d'une histoire douloureuse, qui est aussi la reconnaissance d'une culture. Et donc c'est vrai que je passe du temps à expliquer à vos confrères et consoeurs journalistes à Paris ce qu'est la Nouvelle-Calédonie et ce qu'il y a dans l'accord de Nouméa. Et puis pourquoi il y a encore des formations politiques indépendantistes et pourquoi les résultats sont aussi serrés et pourquoi lorsqu'il y a une troisième consultation il y a une non-participation importante. Je passe beaucoup de temps à l'expliquer parce que malheureusement beaucoup ont perdu la connaissance de ce qui se passe ici. Et moi c'est vrai que je suis frappé par l'extraordinaire dignité de tout à chacun dans ces trois référendums. Regardez ce troisième référendum, bien que les formations politiques indépendantistes aient donné ce mot d'ordre qui a été suivi, il faut le voir, il faut le reconnaître, par les différents militants ou électeurs du oui. Néanmoins, cette consultation s'est bien déroulée parce que les maires les ont organisés, occupant le devoir d'agents de l'État qu'ils sont, parce qu'il n'y a eu aucun débordement, et je crois que ça a renvoyé une très belle image pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi je considère que ce troisième non, il faut pas regarder le résultat uniquement de dimanche dernier, il faut regarder les trois résultats des trois référendums, qui certes disent 3 fois non, donc l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la République, c'est juridique, c'est politique, enfin qui montre aussi quand même que le corps électoral il est profondément divisé. Et de Nainville-les-Roches à l'accord de Matignon-Dino 88, la poignée de main entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, aux accords de Nouméa 1998 et à aujourd'hui, il y a un fil conducteur, c'est ce fameux destin commun. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que le destin commun, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la prospérité, c'est l'accomplissement aussi d'une identité républicaine pour les uns, mais aussi une identité républicaine après tout pour les autres, parce que on peut être indépendantiste et avoir le goût des valeurs de la République. Donc tout ça, au fond, s'exprime, et maintenant il faut prendre du temps pour le regarder tranquillement, l'analyser avec paix, sérénité, mais je le redis, respect et humilité. Lors de votre dernier déplacement, lors de votre dernière intervention télévisée, vous avez parlé de fraternité républicaine, vous avez parlé de sincérité. Qu'est-ce qu'il y a manqué lors de votre dernier passage et aujourd'hui? Je ne sais pas ce qui a manqué, il faut prendre le temps. La réalité, c'est que c'est pas tant depuis mon dernier passage, c'est peut-être ces 30 dernières années qu'il faut regarder ce qui a fonctionné et ce qui a pu manquer. Moi, la fraternité républicaine, j'y crois beaucoup, parce que je suis un enfant de la République, je suis d'origine très modeste. C'est aussi la République qui m'a permis de m'élever, d'aller à l'école, derrière d'être candidat à des élections, où très franchement, vu mes origines familiales, il n'était pas du tout écrit que je sois maire d'une commune à 27 ans, encore moins ministre à 31 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35, donc j'ai l'âge de la plupart des habitants du Caillou. Donc c'est vrai que j'y crois beaucoup à ces valeurs républicaines, j'en suis un amoureux et un défenseur. Et d'ailleurs, je l'ai dit souvent avec des leaders politiques indépendantistes, ce qui me fait le plus mal dans la colonisation, c'est qu'elle était la contradiction la plus absolue avec les valeurs de la République.
En quoi on retrouve liberté, égalité, fraternité dans ce qui a été fait dans la période coloniale. Voilà. Et au fond, réexpliquer ce qu'est la nation d'aujourd'hui, ce qu'est la nation française et la République d'aujourd'hui, je crois que c'est important. C'est le président de la République, lors de son adresse à la nation, comme souvent, hein, les journalistes vont à l'essentiel, c'est pas une critique que je vous fais, mais on a retenu ces 3 fois non, c'est français, mais enfin il a pas dit que ça. Il est revenu longuement sur la dimension de dignité. Puis à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais au détour d'une phrase, il a dit « Avec cette crise Covid, la nation française a montré son vrai visage ». Et en fait, c'est une conversation que j'ai vue avec Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne. On a des conversations qui sont musclées avec le président Goa. Mais un jour, je lui avais dit, un peu piqué au vif, « Président, je ne suis pas ministre des colonies. Je suis pas le représentant d'un État colonial. » Et il m'a repris en me disant « Mais vous êtes le représentant d'un État qui nous a colonisés. » Mais ça, déjà, vous voyez, c'est le début du commencement d'une paix qui s'installe. Et donc, c'est vrai que, peut-être parce que j'ai 35 ans, je veux aussi désormais qu'on parle beaucoup d'avenir, et c'est pas parce qu'on va parler d'avenir qu'on va ignorer le passé, c'est pas parce qu'on va parler d'avenir qu'on va écraser la mémoire des anciens, ou qu'on va abîmer ce qui a été fait dans le passé. C'est juste que lorsque une jeune fille ou un jeune homme de 20 ou 25 ans que je peux croiser ici me dit « Mais qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Je cherche une formation, j'aspire à ça dans ma vie amoureuse ou ma vie professionnelle. » Il faut qu'on lui réponde à cette aspiration-là. Voilà, donc cette fraternité républicaine, elle est un fil conducteur et au fond, elle nous oblige parce que c'est aussi l'image que l'on veut montrer de la République ici en Nouvelle-Calédonie et pour l'ensemble du monde entier. Le fil conducteur que vous proposez en disant regardez depuis 2018 où il y a eu les 2 précédents référendums, il y a eu des démarches sur l'écoute profonde de la société calédonienne. Maintenant on arrive à une étape, les prochaines, pour que ces aspirations des Calédoniens soient prises en compte. Comment ça va se faire? Ouais, l'écoute profonde, ça secoue d'ailleurs, parce que sur la place des femmes Kanak, par exemple, dans la société. Vous voyez, j'en ai beaucoup parlé au mois d'octobre. Je sais que certains responsables politiques, d'ailleurs, ont été surpris que j'en parle autant. Enfin, j'ai vu depuis que le Sénat coutumier est revenu sur cette question avec beaucoup de courage. J'ai vu que des patrons d'aires coutumières, des présidents d'aires coutumières ou des chefs coutumiers sont revenus sur cette question. C'est central, c'est fondamental. Et typiquement, où est-ce qu'il est écrit dans l'accord de Nouméa qu'il faut faire attention à l'égalité entre les hommes et les femmes? Nulle part. Donc, voilà un beau sujet pour l'avenir. La question environnementale parle beaucoup d'écologie, y compris dans l'Hexagone. Enfin, sauf qu'ici, on le voit bien avec l'alerte précyclonique encore qui s'annonce devant nous. Il y a toujours eu des cyclones dans la région. Enfin, on voit bien quand même que c'est de plus en plus souvent et c'est de plus en plus violent. On le voit aussi avec les glissements de terrain, avec des enjeux de sécurité de la population face à ces risques climatiques. On voit dans les îles Loyauté à quel point l'érosion du trait de côte, on le voit aussi ici à Nouméa d'ailleurs, l'érosion du trait de côte, c'est la mer qui monte tout simplement sur la côte, sur la plage. Ça, ce sont des sujets qui sont réels. Et en fait, quand on a lancé ce moment d'écoute profonde, en fait, il y a des énormes thèmes qui sont assénés par la population, et qui d'ailleurs engueulent les politiques, dont je fais partie, soyons bien d'accord, mais qui dit vous êtes bien gentils tous ensemble, mais enfin, ce serait quand même temps de traiter tout ça. Et puis, précisément, quand on est entre politiques, loyalistes, indépendantistes, non-indépendantistes, autonomistes, l'État, le haut-commissaire, enfin tout le monde, parfois ces questions ne sont pas centrales. Et c'est vrai que j'essaye, peut-être que je heurte parfois, et je m'en excuse d'ailleurs, je présente vraiment mes excuses si je peux être parfois un peu blessant dans ma manière de faire, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des discussions politiques en ignorant ce que la société civile attend. Vous m'autorisez un dernier exemple? Le foncier. J'ai déjeuné avec les présidents d'aires coutumières lors de mon dernier déplacement. C'était la première fois qu'un ministre recevait un déjeuner officiel au Haut-Commissariat avec le Haut-Commissaire de la République. On ne fait pas ça pour être populaire ou pour être aimable, c'est juste que c'est le normal que la maison de l'État ici accueille tous celles et ceux qui ont des autorités, qui sont des autorités, des représentants ou tout simplement des citoyens du pays. Quand les patrons d'aires coutumières nous disent que la question du foncier désormais devient un sujet central dans la plupart des tribus, à Yengen ou ailleurs d'ailleurs. Bon, je dis Yengen parce que le maire de Yengen lui-même s'était fait le relais de cette affaire.
on voit bien que on ne peut pas ne pas remettre la question du foncier sur la table dans les semaines, dans les mois qui viendront. Donc, je crois qu'il faut arriver à faire plusieurs choses en fait maintenant. C'est la première, c'est on repart de l'histoire, parce qu'on ne va pas nier l'histoire dans ce pays, c'est de là où tout commence, avec ces ombres non dépourvues de lumière. Bon. Puis en même temps, il y a les résultats du référendum. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Une étape qui a donné 3 fois non, et qui donne un cadre. Puis en même temps, il faut y rajouter les attentes de la société civile, du peuple, de la rue, des gens, qui eux disent on veut des résultats quand même là-dessus, les politiques, là, il faut vous bouger. Bon, c'est bien de mettre de l'argent dans le nickel, mais si on n'a pas d'eau potable dans la tribu, qu'est-ce que vous faites? Ça, il faut savoir évidemment l'entendre. Et puis il faut se projeter sur l'avenir. Il faut arriver à faire tout ça en même temps. Voilà. Et c'est ça l'objet. C'est compliqué quand on est ministre depuis Paris que d'expliquer ça au quotidien, parce que je ne peux pas venir souvent. Mais au fond, c'est ce qu'avec Emmanuel Macron, on cherche à faire depuis le début. L'accord de Nouméa, on l'a pas négocié. L'accord de Nouméa, on n'a pas choisi ce qu'il y avait dedans. En 98, quand ils l'ont tous signé, les grands chefs, et ils ont bien fait de le signer, soyons bien d'accord. Hein. Mais quand ils l'ont signé, les grands chefs, personne ne savait à quoi ressemblerait le monde 23 ans plus tard. Bon, c'est sur un jeune président de la République, un jeune ministre des Outre-mer, que la fin de l'histoire se retrouve là à écrire. Mais vous voyez, on n'est pas tellement éloigné de l'esprit de 88 ou de l'esprit de 98 dans la manière dont je vous présente les choses, parce que la concorde, la paix, la reconnaissance de l'histoire, la compréhension de la dignité de ce que les Kanaks ont cherché à faire et veulent faire depuis des années, ce qu'a été la période coloniale, mais ce qu'a été aussi le sort des autres victimes de l'histoire, comme la déclaration de Nainville-les-Roches le témoigne. Tout ça, c'est une force calédonienne absolument puissante et fabuleuse qui nous oblige pour la suite. Tout à l'heure, lors de la déclaration des résultats, beaucoup de remerciements en faveur des mairies, des communes, beaucoup d'institutions, les institutions communales se sont mobilisées. Vous allez rencontrer ces institutions-là par rapport à leurs problématiques de finances. Oui, alors, pas que de finances d'ailleurs, il y a aussi des enjeux de simplification, parfois des maires qui ont des normes qui sont trop difficiles à accompagner. Là, avec le temps qui m'est imparti et les contraintes sanitaires et de cyclone qui va me raboter un peu de temps, je ne verrai pas tout le monde, mais c'est vrai que je crois beaucoup à la proximité. Et les communes, alors qui sont parfois de très grandes communes déjà en Nouvelle-Calédonie, certaines sont très larges, la superficie très grande, mais il est vrai que les communes n'ont jamais été au cœur des accords et des questions institutionnelles. Or, pourtant, elles ont la confiance des concitoyens. Qu'on soit indépendantiste ou pas indépendantiste, qu'on soit Kanak, qu'on soit pas Kanak, enfin, le maire, la mairie, l'adjoint au maire, le conseiller municipal, le service public de proximité, tout ça c'est très concret. Et ça c'est une des réflexions que je mets aussi sur la table pour la suite, c'est que le gouvernement collégial, le congrès, les provinces, tout ça c'est important, hein, c'est fondamental vraiment. Mais enfin, en même temps, au quotidien, pour la plupart de nos concitoyens, la plupart des gens qui vivent ici sur le Caillou, c'est quand même la mairie, la première porte que l'on peut pousser, que l'on peut ouvrir. Et de cela aussi, je pense qu'il faut qu'on reparte de cette proximité-là. Comme les associations d'ailleurs, comme les entreprises, notamment les petites entreprises. Enfin, je pense que dans un territoire insulaire, un ensemble d'îles, un archipel, repartir de ce qui est très en proximité, et au fond donc de sa terre, on y revient toujours, est quand même quelque chose d'important. Quelle est la méthode qu'il va falloir s'en approprier pour préparer le référendum de projet? Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Et je vais tenter de l'expliquer, puisque vous me donnez un peu de temps, je vous en remercie. Je pense qu'il y a 3 phases ou 3 chemins à prendre, dont certains sont pressés et d'autres moins pressés, pour dire les choses. Le premier qui est pressé, c'est pas moi qui décide, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est qu'il y a 2-3 dossiers qui peuvent très vite créer des tensions dans le territoire si on ne le traite pas correctement. Je vous les donne. Le premier, ça reste la Covid. La 5e vague est arrivée dans l'Hexagone, le virus recircule sur l'ensemble de la planète, la vaccination avance comme elle avance, enfin l'immunité collective, on en est loin. Donc il est clair que faut tout de suite se dire, et pardon de casser l'ambiance, mais que malheureusement, une vague de Covid peut de nouveau s'emparer du territoire.
Et ça, Louis Mapou, le président du gouvernement, les membres du Congrès, les parlementaires, les maires, les présidents de province, tout le monde est mobilisé, mais c'est vrai que je veux être malheureusement un peu en avance d'un malheur en me disant si de nouveau il y a une vague épidémique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut reprendre de ce qu'on a déjà bien fait la fois précédente, sur la vaccination, sur les renforts sanitaires pour l'hôpital, dans les dispensaires, etc. Ça, c'est très concret. Et pardon, mais les grandes questions institutionnelles, quand on est à être malade ou à avoir ses proches malades, bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la question du nickel. Je n'ignore pas qu'elle est sensible, mais enfin, elle emploie des gens. C'est aussi la promesse du quotidien. C'est pas qu'un instrument politique de rééquilibrage, les usines. C'est tout simplement aussi, ça permet de nourrir la famille, hein. Ça permet de trouver des jobs, ça permet de dire à ses enfants que demain il y a un emploi qui est possible à la SLN, à l'usine du Sud, à l'usine du Nord. Peu importe l'histoire politique de l'usine, c'est quand même aussi une vraie vérité, ça. Bon, comme dirait l'autre, une vraie vérité. La SLN, tout le monde sait qu'elle n'est pas toujours en forme, pour dire les choses avec mes mots. L'usine du Nord, tout le monde sait que dans les semaines qui viennent, il y a quelques défis industriels, des défis d'organisation technique dans l'usine, qui sont des défis complexes à relever. Alors, les équipes locales sont formidables, elles sont hyper engagées, et elles nous disent qu'elles font le maximum pour relever le défi. Mais moi, je suis ministre, donc ça m'oblige un petit peu quand même, ces dossiers-là. C'est des dossiers qui sont compliqués. Moi, je dis aux élus calédoniens, quels qu'ils soient, n'attendez jamais qu'il soit trop tard sur un dossier industriel. On l'avait avec l'usine du Sud. Il n'y a pas de mal à se parler d'un problème avant qu'il n'arrive. Et tant mieux s'il n'arrive pas. Mais sur des questions aussi stratégiques que le nickel, c'est pas responsable et c'est pas bien que d'attendre qu'il y ait un grave problème pour ensuite se mettre autour de la table. C'est une méthode qui me semble simple, qui est bienveillante. Puis le troisième sujet, pardon de parler d'argent, mais après tout c'est le vôtre, c'est évidemment la situation financière des institutions du pays. Alors vous allez me dire, quand on écoute la radio, oui, c'est une affaire de gros sous. En fait, on est dans une telle situation qui est préoccupante, et le président Mapou n'y est pour rien, parce qu'il vient d'arriver seulement quelques mois désormais d'exercice de pouvoir, mais c'est pas lui qui était en responsabilité depuis des années. C'est vrai que l'impasse est suffisamment préoccupante pour que ça ne soit pas qu'une affaire de gros sous, mais que ça pose des questions très concrètes de paiement des salaires des agents du pays, de capacité à poursuivre les services publics. Là, vous le savez, en 2021, c'est le haut-commissaire de la République qui a arrêté le budget du pays. Bon, dans un pays d'autonomie, c'est quand même un peu ennuyeux que cette autonomie ne soit pas financée. Alors, il peut y avoir des coups durs, on l'a vu avec le Covid, l'État est là. Là, c'est pas pareil, c'est qu'il y a des difficultés financières hors coup dur. Et la Chambre territoriale des comptes, les services du Haut-Commissariat ont commencé à me dire que l'impasse potentielle pour l'année 2022 pouvait être autour de 50 milliards de francs pacifiques. 50 milliards de francs pacifiques. Et donc vous voyez pourquoi je vous parle de ces trois dossiers, le sanitaire, la Covid-19, les questions liées au nickel et les questions de finances locales, parce que ce sont des questions qui vont encore concerner la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, vu l'urgence. Ce sont des dossiers d'urgence. Donc ça, on va pas pouvoir dire, on voit ça en septembre prochain. Ça va pas. Puis moi, j'explique pas aux auditeurs que oui, bon, leur santé, on en parlera plus tard. Puis leur emploi à l'usine, on en parlera plus tard. Et puis la continuité des services publics du pays, on en parlera plus tard. Enfin, les gens diraient, mais il est fou, le ministre. Bon, donc ça, il faut le traiter maintenant. Et moi, j'ai indiqué à Louis Mapou, aux élus du Congrès, aux parlementaires, aux présidents de province, que j'étais complètement disponible. Et au fond, d'ailleurs, c'est mon urgence qui explique ma visite à ce lendemain de référendum sur le territoire, pas tellement pour traiter de questions politiques, mais surtout pour traiter de ces questions-là, parce que je vois bien comment elles peuvent plomber l'ambiance et créer de la peur et du désordre dans les temps à venir. Ensuite, il y a les questions institutionnelles. Pardon d'être long, mais au moins je vous explique un peu ce que j'ai en tête et ce que le président de la République et le Premier ministre ont en tête. Les questions institutionnelles, je pense qu'il faudra prendre 2 temps. Un temps sur lequel nous sommes prêts à avancer dès maintenant, et un temps sur lequel il faut prendre son temps. Le temps sur lequel nous sommes prêts à avancer, c'est d'ailleurs aussi une réponse à ce qu'un certain nombre de responsables politiques indépendantistes m'ont fait parvenir ces derniers mois, l'Union calédonienne lorsqu'elle est venue à Paris, c'est la question du bilan.
Il y a eu des accords, Matignon-Oudinot, Nouméa. C'est un processus, tout ça, encadré par les Nations Unies, qui est un processus de décolonisation. C'est comme ça qu'il est nommé, encadré par les Nations Unies. C'est très compliqué de parler d'avenir si on ne fait pas le bilan de cette séquence. Et donc, le bilan des accords, le bilan du rééquilibrage, le bilan démocratique des institutions calédoniennes, le bilan financier, les bilans d'ailleurs, les bilans de cette phase de décolonisation, qui comprend d'ailleurs les questions d'éducation, de culture. Ça, pour moi, c'est central. C'est-à-dire que c'est historique qu'un pays comme la France, autorité de tutelle comme les leaders indépendantistes appellent l'État, prenne ce temps d'humilité, de dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a moins réussi, et si c'est pas réussi, c'est la faute de qui? Et pas pour dire c'est la faute pour faire un procès, hein. On s'en fiche, c'est pas le sujet. C'est de dire si on veut que ça soit corrigé demain, comment on fait? Ça, je l'ai dit aux responsables politiques indépendantistes, je le redis, nous sommes prêts à le démarrer dès maintenant. Alors, si personne n'est là pour le faire, ça attendra. Enfin, ça fait suffisamment d'années que c'est demandé. Donc, moi, je vous le dis, si vous voulez démarrer, voilà. Je vous le dis d'autant plus que j'irai aux Nations Unies. J'irai en ce début d'année 2022, parce que c'est mon devoir de ministre que d'aller rencontrer les différentes autorités onusiennes des Nations Unies, de leur expliquer comment se passe la fin de l'accord de Nouméa, et surtout, de quelle manière exemplaire nous entendons continuer de traiter cette question. Alors vous verrez que dans l'Hexagone, dans les temps à venir, vous aurez beaucoup de candidats à la présidentielle qui rouleront des mécaniques, qui bomberont le torse pour dire oui, tout ça est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Avec Emmanuel Macron, on ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas du tout notre état d'esprit. Absolument pas. Et donc, il faut qu'on continue d'avancer là-dessus. Puis le troisième volet, vous voyez, les questions urgentes d'une part, le bilan, les bilans d'autre part, en lien avec les Nations Unies. Et ensuite, le troisième volet, c'est la grande réflexion pour l'avenir institutionnel. Et vous l'avez dit vous-même, ça renvoie à juin 23, avec ce référendum dit de projet, enfin en tout cas c'est une consultation qui permettra de dessiner un nouveau destin commun. Là il y a du pain sur la planche, hein, faut pas se raconter d'histoire. Il y a beaucoup de travail. On part pas de rien non plus. C'est aussi ce qui est rassurant. Et là, je comprends, moi, les formations politiques du FLNKS, pour être très direct, qui disent, nous, on préfère attendre le début du prochain quinquennat, après l'élection présidentielle, pour travailler de ce sujet qui est sensible. Moi, ça me choque pas, parce que déjà, il faut revenir devant les bases. Deux, je suis quand même pas né de la dernière pluie, et Dieu sait qu'il pleut en ce moment. Mais il y a des législatives aussi en Nouvelle-Calédonie. Il m'a pas échappé que ça intéressait beaucoup de gens. Donc je me dis que si attendre un peu permet de mieux travailler à partir de juillet-août avec celles et ceux qui seront en responsabilité, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Ce qu'il faut en revanche, c'est traiter les urgences, parce que ne parler de rien sur le nickel, les finances locales ou la santé publique d'ici le mois de juillet ou le mois de septembre, ça c'est irresponsable et évidemment nous sommes là pour le faire. Le mois de novembre, M. Macron a lancé à Poitiers les états généraux de la justice qui a été relayé ici. Est-ce que sur le plan local, c'est la justice faisant partie des compétences régaliennes, est-ce que la méthodologie qui a été lancée en métropole, est-ce qu'il va y avoir aussi des répercussions ici en Nouvelle-Calédonie? Oui, il le faut, notamment dans l'accompagnement des victimes. Le président du tribunal, le procureur de la République, le procureur général ici, alors vous savez qu'ils sont indépendants, hein, donc autant que le gouvernement, avec le Parlement, on est responsable des moyens qu'on leur donne, les députés et les sénateurs votent les lois qu'ils doivent appliquer ou faire appliquer. Après, ils sont complètement indépendants. Ils ne sont pas autonomes pour le coup, ils sont indépendants, eux, hein, c'est au sens premier du terme. Donc, en tout cas, je sais qu'ils se sont emparés des états généraux de la justice et aussi des différents Grenelles sur les violences faites aux femmes, en se disant qu'ici, il y avait un énorme sujet sur la prise en charge des victimes, la capacité à toute victime à pouvoir passer et pousser une porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat de police pour aller porter plainte sur un sujet dont il a pu, elle ou il, se sentir victime. Ça, je crois que c'est un sujet absolument clé. Je pense que dans les états généraux de la justice, il y a un enjeu aussi important sur les professions de la justice, les avocats,
les huissiers. Je pense que pour les avocats, pour le coup, il y a aussi, à mon avis, de belles perspectives sur lesquelles il faut travailler. Et puis, ici, la justice, elle doit garantir l'état de droit. C'est-à-dire que personne ne peut se sentir au-dessus des lois, parce que ça dit aussi quelque chose des valeurs qui sont les nôtres. Alors, on pense toujours, quand on dit justice, à la délinquance, à la violence. C'est vrai, parce que une société ne peut pas accepter la violence. Ou alors, c'est une forme de déchéance. En tout cas, c'est contre toute forme de progrès. Donc, la justice, elle est là pour répondre à cela. Enfin, c'est vrai aussi de d'autres délits, notamment les délits économiques et financiers. Enfin, il faut le dire aussi, c'est un territoire dans lequel il y a parfois beaucoup d'argent, y compris autour du nickel, autour de la logistique, et donc il est normal aussi qu'on puisse réfléchir à l'application des lois en la matière sur ce territoire. C'est une affaire de justice aussi, parce que au sens pas la justice comme institution, mais de justice et d'équité entre les citoyens. Pardon, mais je vais le dire avec peut-être un peu de franchise. C'est toute la différence avec la période coloniale aussi. C'est que tout le monde est égaux devant cette justice et devant les lois de la République. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de très clair dans la République d'aujourd'hui. Dernière question. L'autorité de la concurrence est déjà installée ici. Concernant l'environnement, une autorité indépendante pour pouvoir accompagner la transition écologique. Est-ce que c'est quelque chose vous êtes sensibilisé? Ouais, alors ça c'est un vrai sujet de discussion avec les élus, parce que vous le savez, ce sont les provinces qui sont aujourd'hui autorités environnementales. Vous savez, lors des accords de Nouméa, alors je ne ferai pas d'annonce, je ne suis pas en train de préempter les discussions que nous aurons avec les leaders politiques. Enfin, c'est une bonne manière de réfléchir. En 98, on s'est dit, globalement, on transfère tout pays d'autonomie, sauf d'une part le régalien, et d'autre part des compétences qui pourront être transférées au fil du temps. L'université, par exemple, etc. Ce qui n'a pas été fait. D'ailleurs, je n'ai pas de jugement sur cette affaire. On a dit que, donc, au fond, c'était le régalien qui constituait la marque même de ce qui ne devait pas être transféré dans un pays d'autonomie. Puis quand on revient à l'écoute profonde, ou à des échanges qu'on peut avoir sur le territoire, beaucoup nous disent, mais pour nous, l'écologie et la protection de l'environnement, c'est aussi important que la défense, la sécurité ou la justice. Alors, c'est un vrai débat, parce qu'en vrai, l'écologie, c'est pas du tout un sujet de régalien. Mais pour beaucoup de nos concitoyens, la préservation de l'environnement, avec d'ailleurs les risques induits en sécurité civile, sont des éléments qui, au fond, s'apparentent à du régalien. Donc ça, moi, c'est un sujet que je peux mettre sur la table, il faut le faire tranquillement. Mais c'est vrai, au fond, qu'est-ce qu'on attend de l'État? Qu'est-ce qu'on attend de l'État dans un pays d'autonomie? C'est un sujet d'ailleurs à avoir avec les cousins polynésiens. Mais c'est pas un mauvais sujet. Je peux aussi le dire autrement. On peut avoir des mécanismes qui fonctionnent quand la mer est calme, et puis on l'a bien vu, quand la mer est agitée, regardez au Médipôle et dans les structures de santé avec une pandémie mondiale, on voit bien que l'État refait son apparition. Mais aussi l'écrire quelque part en disant, le principe c'est l'autonomie, mais de temps en temps, quand il y a un gros coup dur, il y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en œuvre depuis Paris et depuis l'État ou depuis le Haut-Saria. C'est bien parce que ça permet aussi de montrer les limites de cette autonomie, mais pas limites politiques, ou limites intellectuelles, ou limites historiques, ou limites mémorielles. Tout simplement parce que un pays de 66 millions d'habitants, avec ses moyens, notamment militaires et autres, peut dégager plus de moyens qu'un territoire de moins de 300 000 habitants. C'est du bon sens, et tout ça, il faut l'écrire, et c'est pas un mauvais sujet. On a terminé, on arrive au terme de notre entretien. Le dernier mot, un sujet que vous voulez partager avec nos auditeurs, avec les Calédoniens. Je veux vraiment leur dire que il faut que tout le monde garde confiance. Il faut que tout le monde garde confiance, et il faut surtout que tout le monde regarde devant. Vous avez vu ces derniers jours ou heures le nombre de commentaires ou de commentateurs parisiens qui d'ailleurs auraient bien du mal à mettre la Nouvelle-Calédonie sur un globe terrestre ou sur un atlas, qui ont encore voulu enfermer la Nouvelle-Calédonie dans son passé récent, les événements des années 80, etc. Et en fait, c'est assez désespérant pour dire les choses, parce que il y a une telle énergie ici,
il y a une telle jeunesse, il y a de tels talents, il y a une telle soif de réussir. On le voit bien d'ailleurs sur les questions environnementales, sur les questions agricoles, sur les questions numériques. L'université, il y a tout un tas de jeunes qui font des choses absolument formidables. Le service civique, le RSMA, il se passe quelque chose. On ne peut pas ne pas le voir. Bon. Et en fait, beaucoup, parfois, parmi certains commentateurs, vous savez, il y a ce qu'on appelle les calédologues. C'est des gens qui se sentent propriétaires de la Nouvelle-Calédonie parce que ils sentent ou ils pensent qu'ils ont un grand rôle dans l'histoire de ce territoire. Parfois c'est vrai, ils en ont eu un. Parfois ça mériterait peut-être d'être un peu plus discret. On voit bien que beaucoup de ces commentateurs veulent enfermer la Nouvelle-Calédonie dans son histoire ou dans une projection parisienne des choses. Et je pense qu'il faut désormais aussi que les acteurs de terrain donnent de la voix. Je pense qu'il faut qu'ils se fassent entendre. Et se faire entendre, il n'y a pas que les bulletins de vote lors des consultations référendaires. Il y a aussi les consultations intermédiaires. Il y a aussi ce qu'on va mettre en place sur le fameux bilan dont je vous parlais des accords. Il y a aussi les attentes de la vie quotidienne. Et je veux vraiment dire que l'État est là. Et l'État, il est là pour ceux qui ont voté oui, comme pour ceux qui ont voté non. L'État, il est là pour celles et ceux qui sont allés au bureau de vote dimanche, mais tout autant pour celles et ceux qui ne sont pas allés voter. Parce qu'il y a certains silences qui méritent d'être entendus avec autant de force que certaines expressions. Et au fond, c'est ce que j'essaie de faire, même si mon rôle n'est pas facile, hein, je ne suis pas là pour me faire plaindre, hein, je l'ai accepté, mais il faut pas céder aux caricatures. Nous, on est là pour que ça se passe bien, tout simplement. Je pense que c'est aussi simple que ça. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci à Radio Jido pour son invitation.